Surprise. Bonjour à tous et bonjour à toutes, avec le film dont on va parler d'aujourd'hui, il sera question dans ce vlog de Invisible Man, qui a gardé son titre original en France, pour une fois, réalisé par Leigh Whannell, qui est, pour ceux qui s'en rappellent, ou pour ceux qui l'auraient oublié, l'un des amis de James Wan, avec qui il avait fait son premier court-métrage test pour Saw, qui avait été dirigé par James Wan dans le premier Saw, et qui est ensuite parti faire de la réalisation. Notamment, il a écrit pour les Insidious, je crois, je sais plus s'il a réalisé, mais je crois qu'il a écrit. Et il avait réalisé un premier film, je sais plus quand exactement, mais l'année dernière, l'année d'avant, il avait fait Upgrade, qui était un excellent film de SF, que beaucoup ont comparé avec Venom, parce que c'est un peu la même idée, c'est un mec qui retrouve son corps contrôlé par une autre entité, et beaucoup de gens avaient dit que Upgrade était bien meilleur que Venom. C'était effectivement un très bon film, et il revient cette fois-ci avec un des monstres d'Universal. Pas le Dark Universe, apparemment. Le Dark Universe, apparemment, c'est bon, il est mort, il est enterré, il a rejoint la momie au fond du sable. A priori, ils rebootent à nouveau leur univers de monstres, et c'est le premier épisode, donc, de cette nouvelle vision des monstres d'Universal, qui contiennent Frankenstein, Dracula, la momie et l'homme invisible, par exemple, un personnage de H.G. Wells, à la base, qui avait écrit La Machine Explorer le Temps. Voilà, c'est bon, là, on a exposé tout ce qui est côté culture. Le film, cette fois-ci, a cette originalité par rapport aux autres versions de Invisible Man, de l'homme invisible, qu'il ne se concentre pas sur l'homme invisible. Il se concentre sur la victime de l'homme invisible, qui est la jeune Cecilia, qui est une femme qui a, je sais pas, une trentaine, quarantaine d'années, jouée par Elisabeth Moss. Cecilia est mariée à un homme qui est potentiellement violent et surtout extrêmement maniaque du contrôle et qui veut contrôler absolument tous ses faits et gestes, voire même jusqu'à ce qu'elle pense. Un homme extrêmement toxique, donc il y a une relation extrêmement toxique et extrêmement violente. Au tout début du film, elle s'échappe en plein milieu de la nuit, elle appelle sa sœur, elle lui demande de venir la chercher et elle part avec un petit sac et quelques affaires pour échapper à ce mec. 2 semaines après, on lui annonce qu'il est mort, il s'est suicidé, ce à quoi elle ne croit pas du tout, parce qu'elle dit c'est pas du tout la mentalité du mec, il adorait tout contrôler, il va pas se suicider d'un coup, ce serait pas du tout sa personnalité. Moi j'aurais dit qu'il aurait pu, personnellement, parce que du coup il peut contrôler sa mort. Mais elle n'y croit pas du tout, et elle aura raison de pas y croire, parce que immédiatement après, des événements étranges se produisent autour d'elle, et elle commence à être petit à petit persuadée que son ex est devenu invisible. Pourquoi? Comment? Est-ce qu'elle a raison ou pas? Vous avez une petite idée quand même, je pense, du truc. Petite note, je pense qu'on l'a beaucoup vendu comme un film d'horreur, je le vendrai pas comme un film d'horreur. Pour moi, c'est un thriller. Les éléments d'horreur sont pas vraiment visibles, même si on en parlera, mais il marche pas trop mal. Mais pour moi, les éléments d'horreur sont vraiment des éléments d'horreur dans un thriller plutôt qu'un film d'horreur avec des éléments de thriller au milieu. Pour vous faire un avis général sur le film avant d'entrer dans le détail, le film est très bien réalisé. J'ai quelques soucis pour rentrer dans l'histoire. J'ai quelques soucis pour apprécier l'histoire. L'histoire en général, du coup, devient une métaphore des relations toxiques, notamment la question des violences conjugales, qui sont donc métaphorisées ici. En fait, c'est la métaphore d'une femme qui se fait battre par son mari et tout le monde considère que son mari est irréprochable et voit pas du tout parce qu'il voit pas les problèmes, il voit pas le truc se produire en face d'eux, en public, il a toujours l'air de se comporter correctement, etc. Et donc on n'arrive pas à les croire. Alors qu'elles ont raison. Ce qui déjà est un peu casse-gueule, parce qu'il y a des gens qui la croient, sans aucun problème, et le reste de l'histoire exagère un peu sur certains points, quand même. Donc, ça va être mon souci. Le film est très bien filmé, très bien réalisé, je vais aborder la mise en scène vers la fin du vlog, mais j'ai des soucis à accepter l'histoire et rentrer dans l'histoire. Même si ils sont pas énormes, et je suis pas du tout en train de dire que le film ne fonctionne pas. Il y aura un ou deux défauts, un ou deux points où je vais dire que c'est un petit peu des défauts et je trouve que c'est un peu exagéré à ce moment-là de l'histoire. Mais grosso modo, je veux dire, oui, je trouve ça absurde qu'un mec milliardaire qui a un talent fou, qui est connu dans le monde entier, qui a inventé des trucs absolument révolutionnaires, n'ait qu'une idée en tête, c'est de devenir invisible et falsifier sa mort, enfin faire croire à sa mort, juste pour faire chier son ex. J'ai du mal à croire à ce truc-là. D'un autre côté, je sais ce que c'est que des mariages abusifs et violents, j'en ai côtoyé, et je sais, sans en avoir côtoyé, je sais jusqu'où peuvent aller des mecs qui sont obsédés par une femme. Ou pas, d'ailleurs. Ça arrive aussi chez les gays. Ou des femmes qui sont obsédées par les femmes. Bref,
Je sais jusqu'où peut mener le remords amoureux, notamment chez une personne toxique, un pervers narcissique comme le personnage de ce film, quoi. Donc je suis pas en train de dire que, fondamentalement, j'y crois pas du tout. N'empêche, c'est un peu abusé quand même. Le gars a créé un moyen, je vais pas dire exactement quoi, comme ça vous découvrirez en voyant le film, mais le mec a créé un moyen pour se rendre invisible, manifestement depuis longtemps, parce qu'il l'a menacé il y a longtemps de faire tout ce truc-là. Ce qui est pratique quand même, du coup, ça peut dire qu'elle peut tout de suite avoir des soupçons et pas juste se demander est-ce que c'est pas un fantôme, est-ce que c'est pas un machin, est-ce que je deviens folle, etc. Et le gars, il l'a jamais vendu à l'armée, il en a jamais rien fait, il en a jamais parlé à personne, il garde ça dans son garage, quoi. Et il a inventé ça parce que il est assez doué en optique. Genre la meuf, elle sort avec un flelou, c'est bon, le mec, il a un costume pour lui. C'est pas la même optique, c'est pas un opticien. Mais enfin, je sais pas, il y a quand même des trucs qui sont bizarres, tu sens que c'est fait exprès pour que cette histoire puisse tenir dans son contexte. En vrai, si on était dans un monde à peu près cohérent, le mec il invente une machine ou un truc pour se rendre invisible, il en parle, il la vend à l'armée, ça existe déjà. Le problème de cette histoire, c'est que du coup tu peux pas faire la métaphore des gens qui ne croient pas la victime. Donc pour faire la métaphore, tu pars du principe que non, il a inventé un truc révolutionnaire qui va lui rapporter des milliards et il n'en a parlé à personne. Il l'a gardé de côté, au cas où un jour, il aura envie de faire chier son ex. J'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal avec ce passage-là. Parce que je veux dire, s'il l'a pas utilisé pour ça, s'il l'a pas gardé de côté pour ça, il l'a gardé de côté pour quoi? Pourquoi est-ce que tu décides d'installer un truc qui te rend invisible et de pas l'utiliser et de pas en parler, de pas le vendre? Ça m'énerve. Pour le coup, ça m'a gonflé je savais que j'avais ce blocage de base avant de voir le film. Donc je m'en suis pas tenu rigueur pendant la projection. Je me suis dit, vas-y, mets ça de côté, regarde l'histoire et regarde comment ça passe, quoi. Mais je vous avoue quand même, j'ai du mal à partir du principe. Même si le mec est déjà bourré de pognon, j'ai du mal à voir le mec se décider, je vais faire croire à ma mort. Ce qui est quand même vachement handicapant, hein, pour faire la reste de ta vie ensuite. Et le mec est assez jeune de base. Donc je vais faire croire à ma mort, et du coup, je vais arrêter d'avoir mes revenus, je vais arrêter d'avoir tout ce qui est fait, et je vais juste avoir un truc pour faire chier mon ex. Je sais pas. Le truc avec lequel qui me semble pas clair non plus, c'est il veut quoi exactement? Parce qu'en fait, il résume ça de façon assez facile en disant il veut la rendre folle. Ou alors on va dire il veut lui retirer ce qu'il aime, peut-être, je sais pas trop. Mais si t'es prêt à tuer quelqu'un juste pour rendre ton ex folle, pourquoi est-ce que tu démarrerais lentement en fait? Pourquoi est-ce que tu ferais juste passer quelques jours Là encore, c'est une question de métaphore par rapport au truc, c'est l'idée des mecs qui manipulent absolument tout le monde et qui racontent des histoires et qui font passer leur femme pour la folle et pour l'hystérique et pour le machin. Je veux bien, d'accord. Mais par rapport au motif d'un personnage tel que le personnage de film, j'ai du mal à trouver le truc un peu cohérent. Faut aller quand même très très loin dans la folie pour buter des gens. J'ai vraiment du mal avec tout le plan du mec en général. Le truc, c'est que j'ai aussi... vraiment, le scénario, je trouve, facilite beaucoup ces choses-là. Il y a quand même des personnes qui ont l'air très, très, très proches de Cecilia, qui parlent très peu de son mari d'ailleurs, donc t'arrives pas à comprendre à quel point est-ce qu'ils le connaissent ou pas. Mais ils ont l'air vraiment d'en être très proches, de lui faire confiance, et de la croire sans aucun problème quand elle vient et qu'elle dit qu'elle a des soucis avec son mec, etc., etc. Pourtant, à 2 reprises, mais les 2 reprises les plus importantes, pour que le scénario avance, il y a des moments où c'est évident qu'elle fait rien de mal. Mais pour une raison ou une autre, les gars lui tournent le dos, mais en une milliseconde. Vraiment, quoi. C'était pas la moindre trace de compréhension, on n'essaie jamais de lui parler, on ne sait pas quoi que ce soit, il y a un mot de travers, c'est fini. Il y a sa sœur qui, à un moment, reçoit un email qui a pas été envoyé par elle, dans lequel elle lui envoie des insanités. Alors, c'est des sœurs, quand même. Ça va un peu... on peut aller un peu au-delà de ça, peut-être, je pense, dans un rapport fraternel. Si t'es déjà venu quand même la sauver un moment, tu reçois un email un peu bizarre où elle pète un peu un câble, etc. Tu sais qu'elle est dans une phase de stress en ce moment, qu'elle va pas bien. Enfin, tu fais pas direct. Quoi, tu m'as envoyé un message méchant? Je te parle plus. Vas-y, casse-toi. Je m'en fous de tes problèmes. Non, il y a un moment quand même, ça va pas, quoi. Elle a jamais entendu parler des mecs qui piratent, qui vont sur ton compte Facebook pendant que t'es bourré à une soirée et qui mettent des conneries. Enfin, c'est d'une efficacité dans le plan de son mari, là. Je crois qu'en fait, la grande force de son mari, c'est surtout qu'elle sait que l'entourage de sa femme est très con. Vraiment, ils vont croire tout et n'importe quoi. Notamment, il y a un moment où il y a un personnage dont elle commence à se rapprocher.
Elles sont en train de se parler. Elles sont toutes les deux assises par terre. Il y a 2 mètres de distance entre les deux. Et elles ont les yeux fixés l'une sur l'autre. Elles détournent pas le regard, elles sont en train de se parler, elles se regardent. L'homme invisible fout une claque à l'autre personne est là, « Ah, me touche pas, je m'en vais, aide-moi !» T'es sérieuse, meuf? Enfin, moi, dans cette situation, je crie au fantôme, hein. Je crie pas, oh mon Dieu, elle m'a frappé alors qu'elle était à 2 mètres de distance et que j'ai même pas vu son bras aller vers moi. Enfin, la meuf a de la merde dans les yeux, dans la tête, enfin, il y a un truc qui va pas dans ces scénarios. Je suis navré, mais il y a des trucs qui vont pas. On exagère beaucoup trop. Si encore la situation avait été un peu différente, si elle avait tourné la tête à un moment, si la lumière avait été éteinte, s'il y avait quoi que ce soit, j'aurais plus apprécié la scène. Mais là, les meufs qui se regardent en chien de faïence à 2 mètres l'une de l'autre, l'une reçoit un coup et elle est pas capable de se dire que c'est pas la meuf qui est en face. Enfin non, je suis désolé, je lui en aurais mis une aussi de baffe, quoi. Franchement, elle la méritait. Faut pas être con quand même, il y a des moments où faut arrêter de déconner. Et c'est vraiment ça, il y a des décisions qui sont prises par le film qui sont absolument absurdes. Qui vraiment paraissent pas crédibles 2 secondes. Il y a beaucoup de choses qui arrangent le scénario, notamment. Il y a un moment où elle balance de la peinture blanche, et genre le mec il fait 3 pas dans le couloir, il y a plus une goutte de peinture blanche qui descend, qui tombe par terre. Elle lui a vidé un pot de peinture blanche entier sur la gueule. Donc il y a un souci, quoi. À un moment ou à un autre, il y a un souci. Éventuellement, peut-être qu'il y a un revêtement un peu spécial. Je sais pas si vous savez, il y a un nouveau truc maintenant qu'ils ont fait en étudiant comment les nénuphars étaient hydrophobes et étaient imperméables totalement à l'eau. Et il y a un gaz ou une matière ou un truc maintenant qu'on peut mettre sur les vêtements, les objets, les machins, et les trucs deviennent totalement waterproof. Tu peux vider 3 bouteilles de flotte là-dessus, il n'y a pas une goutte qui va rester sur le textile, sur la peau, sur le vêtement qui a été touché par ce nouveau revêtement. Éventuellement, ils auraient lancé ça quelque part dans le scénario, j'aurais accepté. Mais là, le mec fait 2 pas et on voit plus la peinture sur sa gueule, c'est vraiment parce qu'on est au milieu du film et il nous reste encore 45 minutes, là, on peut pas le finir tout de suite. Et du coup, tu te dis, enfin, il y aurait eu d'autres façons de faire le truc, quoi. Elle aurait pu, je sais pas, elle était dans une cave en faisant le truc, elle aurait pu soulever de la poussière et le voir à cause de la poussière, quoi, ou un truc dans ce genre-là. Enfin, ça aurait été quand même un peu plus crédible de base que vider un pot de peinture sur un mec et le mec arrête de faire des gouttes au bout de 3 pas, quoi. Enfin, ça va pas du tout au niveau de l'histoire. En plus, il avance pour aller enlever le reste de la peinture quelque part, et tu fais, bah... Donc il en reste de la peinture, ou sinon il aurait rien à enlever. Enfin, ça exagère vraiment beaucoup, et il y a certains retournements qui sont un peu cousus de fil blanc. Sur... un retournement sur un autre personnage, et un retournement par rapport à l'état de santé de Cecilia. Qui sont vraiment, tu les vois venir à 300 km, quoi. Notamment parce qu'ils en font des setups. Ils font un setup, ils le mettent en place pour avoir un payoff plus tard. Et honnêtement, dans un truc pareil, c'est le genre de choses où il aurait mieux valu que les setups soient ultra discrets et pas aussi in your face que ça, quoi. Parce que sinon, même le truc par rapport à l'état de santé de Cecilia, je l'aurais pas dit du tout. Parce que une fois que t'as évoqué l'idée quelque part dans le film, c'est assez évident qu'elle va revenir après. Donc voilà, en ce qui me concerne, j'ai des soucis avec le scénario. Je trouve que en bonne partie, ça tient pas debout, que ça exagère beaucoup trop, et qu'il y a beaucoup de personnages qui ont des réactions qui sont assez hallucinantes et assez ahurissantes. Par exemple, les réactions quand on commence à voir l'homme invisible, je vais pas vous dire comment c'est possible, mais quand on commence à voir l'homme invisible, il y en a plein qui ont des réactions un peu basiques, et tu dis, mais enfin, c'est bon, là, tu l'as vu, enfin, arrête de... Bref. Donc voilà, je vous avoue qu'en termes de scénario, ouais, j'ai eu beaucoup de mal avec le truc, ce qui sauve complètement le film, ce qui fait que même avec certains défauts de scénario comme ça, j'ai réussi à rentrer dedans et je me suis pas dit en sortant du truc, non, c'était vraiment une sombre merde, c'est Elisabeth Moss. J'adore cette actrice depuis que je l'ai découverte dans The Handmaid's Tale, toujours compliqué à dire ce truc, d'autres d'entre vous ont pu la voir dans Mad Men par exemple. Elle a un jeu qui est absolument incroyable, elle est ultra crédible et ultra authentique, un talent qui est tellement fort que vraiment à chaque fois qu'elle est en angoisse, à chaque fois qu'elle est en panique, tu sens absolument tout ce qu'elle ressent, quoi. Ce qui est aussi le cas dans The Handmaid's Tale, elle a des regards elle joue à la fois le dépit et en même temps une espèce de force combative, la résignation et en même temps une envie de se battre. Enfin, elle a un truc dans son visage, elle est vraiment excellente. Au passage, si vous avez jamais regardé The Handmaid's Tale, regardez absolument The Handmaid's Tale. Je crois qu'en français ça s'appelle La Servante écarlate, ou un truc dans ce genre-là. Ils ont vu. Pour le coup, je les comprendrais. C'est vrai que c'est pas difficile, c'est pas facile à prononcer. C'est vraiment elle qui vend tout le film. Je pense qu'elle le porte totalement sur son dos.
et que c'est elle qui vend chaque scène, c'est elle qui vend chaque situation, et que ça marche pour le coup super bien. Si j'avais un petit reproche à lui faire, je dirais qu'elle est un peu molle. C'est-à-dire que dans les situations qu'elle vit, pour moi, ta première réaction instinctive, c'est pas d'attendre de voir ce qui se passe. Quand t'es attaqué par un truc invisible, t'as la moindre indication de où est le truc. Pour moi, tu te jettes dessus et tu le lâches plus jusqu'à ce que tu lui aies mis sur la gueule, quoi. Parce que elle, t'as l'impression qu'à chaque fois qu'elle le voit, son seul truc c'est courir dans la direction opposée. Et j'adore parce qu'elle est toujours en train d'essayer de regarder, de jeter des coups d'œil. Meuf, il est invisible, tu le verras pas. Il y a vraiment un moment, il va falloir que tu comprennes le principe, meuf. Il est invisible, ça sert à rien de regarder par l'entrebâilleur de la porte. S'il est là, il va te choper de toute façon. Donc, je sais pas, il y a certaines interactions qui, à certains moments, m'ont un petit peu frustré. Mais, clairement, elle te prend par la main et elle t'entraîne dans l'histoire sans aucun souci, quoi. Elle porte le film à 200%. Il paraît qu'elle est scientologue. Au passage, c'est dommage de gâcher autant de talent avec un truc pareil, c'est comme Tom Cruise finalement. L'autre chose qui porte le film et qui fait que ça a marché, il n'y a pas que le talent de l'actrice, c'est la mise en scène de Leigh Whannell. Totalement dans la continuité et l'héritage de ce qu'il a fait avec Upgrade. Moins de travail des lumières, cela dit, parce que Upgrade étant un film de science-fiction, pouvait se permettre d'être beaucoup plus créatif avec les jeux de couleurs et les jeux de lumière, notamment beaucoup de passages où il avait des couloirs assez sombres, où t'avais du vert avec du jaune, du bleu au milieu, des petits trucs rouges, il mettait des petits, vous savez, des petits trucs, des tubes fluorescents, là, je sais pas ce que c'est, mais qui font de la lumière. Il en mettait un peu partout dans les décors pour que ça fasse des mélanges de couleurs vraiment partout, et chaque décor travaillait une opposition entre deux couleurs primaires, ou de couleurs en général. Il y avait une scène dans les chiottes qui était en rouge et en violet, il y avait il y avait beaucoup de scènes qui étaient en bleu et en vert, ou en bleu et en jaune, ou en orange et en tout ce que vous voulez. Donc il travaillait beaucoup la couleur d'ambiance en général. Il le fait beaucoup moins dans ce film-là, parce que justement il a envie d'être dans un truc qui est beaucoup plus réaliste et terre à terre. Ce qui reprend du coup de Upgrade vis-à-vis de la lumière, ça va pas être son travail, ça va être son côté réaliste. La plupart des environnements produisent leur propre lumière. Quand on est dans un couloir, c'est la lumière du couloir qui fait la lumière. Quand on est dans une petite chambre avec très peu de lumière, on a très peu de lumière et on est du coup en pénombre. Quand elle est dans le salon et que la lumière est pas allumée, on a du mal à la voir. On voit juste les murs blancs qui sont derrière elle avec la peinture bien réfléchissante et pas celle qui est mate. Donc vraiment, il y a un travail de lumière qui est assez réaliste et qui est fait du coup pour que on sente que la chose est réelle et que ça nous foute les boules, quoi. Jouer aussi sur l'idée que n'importe qui peut avoir d'être chez soi tout seul et d'entendre un bruit, d'entendre un truc et d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un chez toi et de devoir un peu explorer un peu partout. Donc voilà, il y a ce travail réaliste de la lumière pour travailler l'horreur, le côté thriller et travailler l'angoisse et l'attente. Et on reprend aussi de Upgrade certains de ces travaux des décors, notamment avec la maison d'Adrian, qui est exactement la maison qu'avait le jeune gosse de riche dans Upgrade. C'est énorme demeure d'architecture moderne, donc beaucoup de béton ciré, lissé, beaucoup de surfaces comme ça un peu cliniques, et beaucoup de béton un peu partout, beaucoup de verre. La maison c'est que des formes de cubes et de tubes cubiques qui sont à différents endroits et différents machins, qui sont orientés vers différents paysages et vers différents angles de vue. Ça fait vraiment beaucoup penser à cette maison, surtout qu'elle est en bord de falaise, et je crois que c'est exactement la même chose dans Upgrade. Là, c'était une maison en bord de falaise. Et il y a même, pour reprendre encore le truc, dans Upgrade, il y avait toute une palissade, tout un mur qui encerclait toute la maison, avec un design moderne, SF et tout le bordel. Et là, pour le coup, c'est la même chose. On a aussi un très grand mur qui entoure absolument toute la maison et qui la maintient dans un coin. Sans doute parce que dans les deux cas, il y a une notion d'enfermement. Cecilia est enfermée par son mari. Donc on retrouve la lumière et le décor, et surtout la caméra, qui dans beaucoup de scènes va coller vraiment de très très près au mouvement des personnages. C'est un truc qui s'est fait dans Upgrade par exemple. Il y a une scène de baston dans Upgrade, si vous l'avez pas vu, le mec doit se mettre de côté comme ça, et il évite un coup de poing, et quand il évite le coup de poing, la caméra le laisse parfaitement au milieu, et prend le même angle que lui en fait. La caméra penche exactement de la même façon que lui. J'ai appris comment ils ont fait ça d'ailleurs récemment. Ils ont fait, en fait le mec a un iPhone collé dans le dos, et en fait le gyroscope de l'iPhone est relié au rig de la caméra. Donc la caméra est dans une espèce de cylindre qui peut tourner sur lui-même, et en fait la caméra suit parfaitement et synchroniser les mouvements de l'iPhone pour suivre l'angle dans lequel est le mec. Ce qui était vachement original et vachement intéressant au niveau du tournage et de la mise en scène. On va pas exactement avoir ça, même si on va avoir des plans qui ressemblent beaucoup, qui vont être assez intéressants ici parce qu'ils sont souvent utilisés pour l'homme invisible.
Là où dans Upgrade, ces plans sont faits pour donner un sentiment d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle qui contrôle du coup le personnage dans sa nuque, et donner du coup quelque chose de très parfait, très informatique. Là, ça aide en fait à savoir où est l'homme invisible et à savoir ce qu'il fait du coup, parce que la caméra va se pencher en même temps que lui, il va faire des trucs en même temps que lui. Donc du coup, ça va être assez pratique là-dessus. Donc ça, c'est un truc qui revient très clairement de Upgrade. Et il upgrade cette mise en scène aussi, quoi. Il y a beaucoup de moments aussi où on va suivre le personnage d'Elizabeth. Parfois, on va stabiliser le mouvement autour de son visage spécifiquement quand elle va avoir des malaises, des trucs dans ce genre-là. Donc on sent du coup que c'est elle qui porte le truc, et on va avoir beaucoup de plans de caméra qui vont vraiment suivre partout où elle avance. Ce qui peut avoir un double sens parce que ça peut être la caméra qui la suit et qui reste collée à elle, parce qu'elle est le centre de l'attention de l'histoire, mais ça peut aussi être une idée de est-ce que par hasard cette caméra qui bouge ce serait pas le subjectif de son mec qui est en train de la suivre derrière, est-ce que ce serait pas le regard du méchant, et donc du coup est-ce que la caméra est vraiment une caméra ou est-ce que c'est un regard mystérieusement autre, une menace qui est en train de regarder le personnage principal et qui est en train de la suivre. C'est vachement intéressant de le faire comme ça, justement, à chaque fois, régulièrement quand il va faire des plans comme ça va être des plans séquences, pour que justement ça reste ininterrompu et qu'on ait l'impression, ça pourrait être son mec qui est en train de se bouger, d'aller derrière elle, de marcher devant, de la suivre, etc. La caméra va s'arrêter à certains moments pour observer certains trucs. C'est quelque chose qui est assez intéressant du coup pour transmettre la notion de peur et de panique et d'angoisse. On sent qu'elle est regardée, on sent qu'elle est suivie et comme on se projette un peu sur elle, on a du coup cette impression pour nous-mêmes en fait. On peut avoir juste un plan qui regarde une action qu'on est en train de suivre vraiment au milieu de l'action dans la pièce, et d'un seul coup on va avoir un plan qui est au bout d'un couloir, qui regarde le truc de loin, tu sens que le son devient un peu éloigné, qui résonne un petit peu, et tu vas avoir un angle de mur qui est juste sur le bord de l'image, donc t'as l'impression que c'est le regard de quelqu'un qui est à l'autre bout du couloir, qui veut rester assez loin pour pas risquer de se faire voir, toucher, etc. et qui est caché derrière un angle de mur pour regarder le truc. Pas trop caché parce qu'il sait qu'il est invisible, mais le fait que tu aies ce petit bout de mur et ce petit bout d'angle, tu te dis ça pourrait être lui qui se cache derrière, c'est au bon endroit. Donc il y a tout un tas de plans comme ça qui sont faits pour te donner l'impression que quelqu'un est observé, quelqu'un est regardé. C'est ce qu'on appelle donc un regard mystérieusement autre au cinéma, quand t'as l'impression que le plan de la caméra est le regard de quelqu'un, et pas juste... pas quand tu sais clairement que c'est un subjectif, quand t'as l'impression qu'il y a quelque chose de bizarre, une caméra qui bouge derrière des buissons, qui se dodeline, genre là, ça peut être tous ces trucs-là, ça s'appelle le regard mystérieusement autre. Et puis à l'opposé, à d'autres moments, les cadres sont au contraire extrêmement posés, extrêmement fixes, extrêmement cadrés, pour permettre là aussi de faire sentir sans doute l'arrivée d'une angoisse, l'arrivée d'une tension. Tu te dis pourquoi est-ce qu'on est en train de regarder ce truc-là, est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et généralement tu peux voir, je sais pas, un couteau qui disparaît sous un truc ou quelque chose dans ce genre-là. Donc il y a un travail du coup de la caméra qui est assez intéressant pour faire ressortir l'angoisse et pour qu'on cherche du coup dans le décor qu'est-ce qui pourrait être le danger. Il y a un autre truc qui est assez intéressant, c'est à plusieurs reprises la caméra va panoter. Donc panoter c'est tourner sur le côté, et va s'arrêter sur du vide, filmer un couloir vide. Donc, l'homme invisible marche, Invisible Man marche. Je trouve que c'est un tout petit peu tiré par les cheveux quand même, sans mauvais jeu de mots par rapport à certaines scènes du film. Il faut faire des efforts quand même pour accepter tout ce qu'il faut pour que cette histoire fonctionne et que la métaphore fonctionne. Je vais pas dire que c'est nul du coup à cause de ça, surtout que j'ai pas passé un mauvais moment, même si j'ai des soucis avec le scénario, j'ai pas passé un mauvais moment en salle. Je considère quand même que c'est loin d'être un résultat excellent et irréprochable, et je vous conseille éventuellement d'aller le voir si vous en avez envie, mais je considère pas que il y a une raison de se précipiter en salle, quoi. Je pense pas que ce soit extraordinaire, et à mon avis ça fera beaucoup moins d'entrées que La Momie, ce qui sera très très drôle. Voilà pour ma critique de Invisible Man, prenez soin de vous, allez voir des films, ciao!